Faire le soir, alors que le soleil se fondait à l'horizon. Teignant la prairie de nuances cuivrées et rousses, Jonathan Crane était assis sur le porche de sa maison délabrée, sa fille sur ses genoux. À côté, une vieille chaise en bois grinçait paresseusement, bancale depuis qu'une balle en avait été extraite un jour. Kat s'était blottie, le front contre sa poitrine, silencieuse, écoutant sa voix grave, rauque et empreinte d'une amertume lasse. « Dors, ma petite oiselle. » Jonathan ne connaissait pas toutes les paroles des chansons que sa femme chantait autrefois, mais il répétait ce dont il se souvenait, ajoutant des phrases simples, sur le soleil qui se couche et se lève, sur la rivière qui trouve toujours son chemin, même à travers les pierres, et sur le fait qu'il était là, toujours. Le vent chassait la poussière le long du sentier, emportant les derniers ces vestiges de la chaleur diurne. Les herbes folles bruissaient comme de vieux fantômes, et un aboiement sourd de coyotes résonnait depuis la colline. La terre sentait l'herbe sèche et la poudre. Jonathan avait récemment tiré sur des serpents près du puits. Le puits, d'ailleurs, était presque à sec, comme tout le reste. La ferme était à bout de souffle. Les planches du toit s'écartaient par endroits, comme les côtes d'une bête morte. Le maïs avait brûlé, la verdure s'était fanée dès juin. Les créanciers de la ville avaient ainsi laissé la dernière lettre sur le rebord de la fenêtre, n'osant pas entrer. Là où la femme de Jonathan était enterrée, sous un saule désormais desséché jusqu'à la dernière feuille, une corde était déjà tendue pour une future clôture. Propriété judiciaire. Il ne protestait pas. Il regardait simplement. Parfois, la nuit, il allait à l'endroit où reposait Lynn et s'asseyait à côté, en silence. À Red River, Jonathan était connu. Non pas pour sa force, son ardeur, ses parties de poker ou ses beuveries, comme la plupart. Il ne portait pas de bague, ne se faisait pas d'amis, ne colportait pas de ragots. Il travaillait dès l'aube. Parfois, il allait en ville, vendre quelques œufs, réparer une selle, acheter une sucette pour Kat. Tout le monde le connaissait, mais personne ne le connaissait vraiment. Mais le nom de Violet McGraw résonnait différemment, comme un coup de feu. Autrefois, elle n'était que la femme d'un éleveur, Henry McGraw, un homme au sourire de marbre et aux bagues d'acier aux doigts. Il régnait sur les terres comme un baron, rudement, efficacement, sans pitié. Il mourut de la même manière, d'une maladie qui le rongea de l'intérieur, tandis que Violette, selon les rumeurs, gérait ses affaires sans jamais fléchir. On disait qu'elle avait elle-même signé le contrat de vente du dernier lot de bétail, alors qu'il ne pouvait plus se lever de son lit. Et maintenant, 3 ans plus tard, elle était de retour, veuve, sans enfant, avec un regard lourd et un héritage encore plus lourd. Son retour fut comme un orage dans un ciel sans nuages. Violet s'installa dans son ancienne maison, loin du bruit de la ville, mais ne se cacha pas. Elle alla à la banque, au saloon, sèche comme de la poudre, vêtue d'une robe noire et d'une bague à l'annulaire. Elle ne souriait pas, elle regardait, et tout le monde détournait les yeux. Puis, la rumeur courut, qu'elle avait fait une proposition à Jonathan Crane. Non pas une bague, non pas un mariage, mais une proposition claire, comme une goutte d'eau sur du fer rougi, une nuit, en échange de terre fertile. Une parcelle au bord de la rivière, derrière la colline. Violet offrait son aide, pour un prix que personne n'aurait osé prononcer à voix haute, mais que tout le monde répétait. « Tu l'as vu partir ce soir-là » demandait le vieil Wes au saloon, le visage de pierre. « Et que faire d'autre? Il a un enfant, ils ne survivront pas » répondait le forgeron. Cette nuit-là, alors que la lune était pleine et trop brillante, Jonathan s'était effectivement mis en selle. Il n'avait pas dit à Kat où il allait. Elle dormait, ses bras autour de son cou. Il la déposa sur le vieux matelas, la couvrit d'une couverture, puis resta longtemps à la fenêtre, regardant une photo jaunie de Lynn. Elle avait de bons yeux, comme Kat. La maison de Violette était un autre monde. Façade en pierre,
poignées en laiton. À l'intérieur, miroir, soie, odeur de lavande et de whisky. Un domestique conduisit Jonathan au salon. Elle était assise près de la cheminée, vêtue d'une robe couleur charbon, les cheveux relevés. Un verre à la main, le regard direct sans hésitation. « Monsieur Crane, » dit-elle calmement, « je n'aime pas traîner. Vous avez un problème. J'ai la solution. » Il la regarda. D'abord son visage, puis ses mains. Nettoyées, soignées. Des mains qui n'avaient jamais tenu une charrue. « Et vous pensez que je suis à vendre? Je pense que vous êtes un père, » répondit-elle, « et que vous manquez d'options. » Un silence s'installa. Seul le crépitement des bûches dans la cheminée. Il ne bougea pas. Puis il s'approcha, ôta son chapeau et le posa sur la table. « Je ne suis pas une marchandise, et mon honneur n'est pas à vendre. »« Alors vous êtes un sot. »« Peut-être, » acquiesça-t-il. « Mais si jamais vous ne voulez pas marchander, mais simplement savoir comment vivent ceux qui n'ont rien, venez dîner, sans condition. » Elle rit, gravement, rauquement, comme si elle ne croyait pas que quelqu'un osât la contredire. « Dîner, dans votre ferme, avec de la poussière au lieu de pain et de l'eau avec des vers. » Il ne répondit pas. Il prit simplement son chapeau et sortit. Le lendemain matin, un tonneau d'eau se trouvait près de sa grange, et un sac de farine. Sans mots, sans trace. Il la regarda longtemps. Puis il prit le sac, l'apporta silencieusement à la maison. Kat mangea une galette ce matin-là et sourit, pour la première fois en 3 jours. Et le soir, alors que le soleil se fondait à nouveau dans le coucher, il lui chanta une berceuse. Et sa voix sonnait un peu plus forte, comme si l'air était moins poussiéreux, comme si le regard de quelqu'un depuis la colline lointaine n'était plus hostile, juste attentif. Le matin dans la prairie n'arrive pas d'un coup. D'abord, le souffle léger du vent, comme si quelqu'un passait pieds et nus sur la poussière encore chaude. Puis, le bruissement des feuilles, vestige des tempêtes, et le tout sourde des corbeaux derrière la grange. Ce n'est qu'après, la lumière. Lente, épaisse comme du miel, elle se lève de l'horizon, dore l'herbe sèche, et s'imprime sur les joues de ceux qui se sont réveillés trop tôt et trop fatigués. Ce matin-là, Jonathan Crane n'avait pas dormi du tout. Il était assis à la fenêtre, la main posée sur la table, à côté de la tasse refroidie. Le silence de la maison était plus lourd que d'habitude. Kat dormait encore dans son petit lit, respirant de manière saccadée, avec ce sifflement enfantin qui apparaissait toujours après les jours poussiéreux. Et dans la cour, il y avait un tonneau d'eau, clair. Pas de leur puits, pas trouble. Dans le couvercle, un savon frais. À côté, un sac de farine et un peu de sel dans un petit sac en tissu. Sans mots, sans nom. Et pourtant, il savait. Jonathan était un homme qui n'acceptait pas la charité comme ça. Il ne demandait pas, ne s'humiliait pas. Il creusait, tirait, endurait. À la guerre, où il avait servi enfant, dans la cavalerie, à la frontière du Texas, il avait un jour mangé pendant 7 jours seulement de la viande dure et bu de l'eau de pluie dans son casque. Il avait survécu, d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, en regardant le tonneau, il ne ressentait pas de soulagement, mais une étrange brûlure, comme si une dette était apparue, non pas monétaire, non écrite, mais autre, sans son mot, une dette qui ne s'effacerait pas. Kat se réveilla, se frotta les yeux. Elle s'approcha pieds nus, les cheveux ébouriffés comme de l'herbe après le vent. « Papa, qu'est-ce que c'est ?»« De l'aide, » dit-il simplement. « De qui ?» Il ne répondit pas. Il se rendit en ville à midi pour livrer le dernier lot d'œufs, acheter des clous et réparer un harnais. Il entra, comme d'habitude, silencieusement, son chapeau usé et le dos droit. Mais il sentait les regards sourds sur lui. Pas comme avant, pas de la pitié, pas de la compassion, quelque chose d'autre, de la curiosité, de la suspicion, de l'évaluation. Devant la boutique se tenaient 3 personnes,
le forgeron Bart, le postier Jérémie et la veuve Martha, qui parlaient toujours un peu plus fort qu'il ne fallait. « Jonathan, dit-elle dès qu'il descendit de cheval, on dit que tu as reçu un cadeau, de la reine de Red River elle-même. » Il resta silencieux, attachant la bride. « Je n'aime pas qu'on parle de moi, Martha. »« Et qui parle de toi? C'est juste intéressant, » intervint le forgeron en souriant. « Nous savons tous, Violet a un chemin court entre le regard et la décision. Si elle t'a donné de l'eau, ce n'est pas sans raison. » Jonathan se redressa. Il regarda calmement, sans menace, mais ses yeux étaient devenus plus froids. « Si vous pensez que j'ai vendu quelque chose, dites-le directement. Sinon, occupez-vous de vos affaires. » Il prit le sac d'avoine et entra, laissant un silence dans lequel personne ne savait comment poursuivre la conversation. La première rencontre avec Violet, il ne l'avait pas planifiée. Cela se produisit le deuxième jour, en fin de soirée. Il réparait la clôture près du champêtre, là où le maïs poussait autrefois. Kat jouait avec un chaton près du puits. Il entendit d'abord le bruit des sabots, puis il vit un nuage de poussière et une silhouette à cheval. Elle portait un chapeau à large bord, un manteau de cuir marron qui lui allait comme une armure. Elle arrêta son cheval à une dizaine de mètres. Elle regarda en silence. « Vous cherchez de l'eau » demanda-t-il sans animosité, en se redressant. « Non, » répondit-elle, « je vous ai apporté un livre. » Pour la petite, elle ne sait pas lire, alors vous lui apprendrez. Elle descendit de cheval, sortit un livre de son sac, vieux, à la couverture abîmée. La prairie et ses bêtes. Elle le posa sur la clôture. « Je ne demande rien en retour, Monsieur Crane. Juste, ma maison est devenue trop silencieuse, et les enfants, ils sont bruyants. C'est rafraîchissant. » Il ne dit rien. Il acquiesça seulement. Elle le regarda, plus longtemps qu'il ne fallait, mais pas trop. Dans ses yeux, pas de pitié, plutôt de l'intérêt. « Le dîner tient toujours » demanda-t-elle soudain. Il ne s'y attendait pas. « Si c'est sans condition, oui. » « Il n'y a qu'une seule condition, » dit-elle, tournant sa jument. « Je choisirai le jour moi-même. » Et elle partit, laissant derrière elle une odeur de romarin et de poussière. Le lendemain, il pleuvait. La première pluie de tout l'été. Le ciel se déchira comme un tambour, et la pluie fouetta la terre, comme si elle voulait la transpercer jusqu'aux os. Jonathan et Kat calfeutrèrent toutes les fissures, écopèrent l'étulaire des coins. Mais dans un étrange recoin de son cœur, il savait, ce n'était pas un hasard. Après le tonneau d'Ié, la pluie. Après l'amertume, une gorgée. Il ne priait pas, depuis longtemps. Mais cette nuit-là, quand Kat s'endormit le livre à la main, le serrant comme une poupée, il murmura « merci » à ceux qui entendent. Et le jour d'après, Violet vint dîner, sans cheval, à pied, dans une robe simple, bleu foncé, sans dentelle ni ornement. Les cheveux relevés. Dans ses mains, un petit panier, farine de maïs, un pot de miel, 2 citrons. Jonathan fut surpris. Kat, encore plus. Elle se cacha derrière sa jambe, regardant la veuve comme une sorcière de conte de fées. « Je ne mords pas, » dit Violette, s'accroupissant. « Tu es Kat, n'est-ce pas ?» La petite hocha la tête. « Tu as les cheveux de ta mère, » ajouta la femme. « On me l'a dit. » Le dîner fut simple, galettes, haricots, un peu de viande séchée. Mais ils mangèrent lentement, sans hâte. Il y eut de conversation. Violet posa des questions sur la ferme, sur les animaux. Kat gloussa quand Violet fut surprise qu'une poule puisse se cacher dans un four. Jonathan ne parla presque pas, il observait. Comment Violette mangeait avec délicatesse, sans faire un bruit. Comment elle regardait les fissures dans les murs. Comment elle touchait du coude le dossier de la chaise, comme pour vérifier, était-il solide. Quand il fit nuit, il la raccompagna jusqu'à la route.
Ils marchèrent en silence. Le vent agitait que la poussière. « Vous n'avez pas proposé la terre sans raison, » dit-il enfin. « Pas pour le corps, pour autre chose. Je voulais savoir ce que vous feriez quand il ne vous resterait qu'une seule issue. Et je l'ai vue. » Elle s'arrêta, regardant dans l'obscurité. J'avais tout, sauf une chose, un regard honnête, sans peur. Vous me l'avez donné. Je ne suis pas un héros, mademoiselle Magro. Je ne veux juste pas mourir en trahissant une mémoire. Alors nous nous ressemblons, dit-elle doucement. Moi aussi je vis parmi les ombres. Et elle partit sans dire au revoir. Le lendemain matin, un sac d'avoine apparut dans le poulailler, et des bottes pour Kat, neuves. Elle sautait dans la cour, laissant des empreintes sur la poussière, et riait. Et Jonathan se tenait près de la clôture, regardant vers la colline où vivait Violette. Loin, presque imperceptiblement, sa silhouette à cheval apparut. Il ne fit pas de signe. Mais ne se détourna pas non plus. Parce que parfois, les dettes sans nom, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de recommencer à vivre, non pas pour soi, mais pour ceux qui peuvent encore rire. Personne ne remarqua quand cela devint une habitude. Peut-être le jour où Violet vint avec un pot de confiture de pêche et resta plus longtemps, assise sur le porche, pendant que Kat lui racontait comment elle nourrissait la poule nommée Ethel, ou quand elle apporta un nouveau peigne et laissa même la petite lui tresser une tresse, maladroitement, mais avec enthousiasme. Ou peut-être plus tôt, quand la maison de Jonathan sentit à nouveau le pain grillé, non pas le charbon, non pas le brûlé, mais un vrai pain vivant, avec une croûte croustillante, comme Lynn chantait autrefois. Et alors dans son cœur, longtemps fissuré, apparut un fil ténu, non pas nouveau, mais comme revenu de loin, de ces jours où la maison était encore pleine. Maintenant, Violet venait sans prévenir. Parfois, avec un chapeau et une veste en cuir, sentant le tabac et la pluie. Parfois, dans une robe simple, où elle ressemblait non pas à la veuve d'un baron, mais à une femme capable de planter des roses. Bien qu'elle n'eût pas de roses, seulement des cactus. « Qu'y a-t-il pour le dîner aujourd'hui, monsieur Crane ?» demandait-elle en plissant les yeux. « Tout ce que les souris n'ont pas mangé, mademoiselle Magro. » Excellent. Alors j'ai apporté les pommes à Neza bon escient, et elle entrait, sans attendre l'invitation. Il ne parlait même pas du passé, elle, pas de son mari, dont les portraits avaient été retirés des murs de sa maison. Lui, pas de sa femme, dont les affaires pendaient encore dans la chambre. Mais dans ces silences, il y avait plus de franchise que dans n'importe quelle confession. Parce que tous deux savaient, les mots ne peuvent que blesser, quand la douleur est déjà devenue une partie du souffle. Kat s'asseyait de plus en plus souvent entre eux, à table, sur le porche, près du feu. Elle racontait des histoires qu'elle inventait. Dans l'une d'elles, une méchante sorcière se transformait en bonne, parce qu'une fille lui avait offert un bonnet à grelots. Violet écoutait attentivement. Et Jonathan dit un jour, « Dans cette histoire, la sorcière n'est pas méchante. Elle a juste vécu longtemps dans la forêt. » Violet le regarda, sans sourire. Mais ses yeux brillaient. La tempête arriva, comme souvent les vrais malheurs, ce matin-là, quand personne ne l'attendait. Le ciel devint d'abord jaune, puis vert. Les nuages montaient comme des collines noires. Le vent les chassait à une telle vitesse que les chevaux dans les enclos commencèrent à hennir et à s'agiter. Jonathan comprit immédiatement. Ce ne serait pas juste de la pluie. « Au sous-sol, vite !» cria-t-il en prenant Kat. Ils n'eurent pas le temps. Un torrent de boue dévalait la colline, comme une armée, emportant tout sur son passage. La clôture fut la première à s'effondrer. Puis, le poulailler. L'eau fouettait, comme des coups de fouet, brisant les fenêtres, inondant le sol. La maison grinçait, comme une bête blessée. Jonathan, sans lâcher Kat, monta dans la grange, la hissa sur le toit. Il la tenait d'une main, de l'autre, le bord d'une planche, pour qu'il ne soit pas emporté. Kat pleurait, pas à voix haute, mais son visage était tête mouillée, pas seulement par la pluie. Jonathan lui caressait la tête.
Tout va bien, ma petite oiselle, tout va bien. Il n'y croyait pas lui-même, mais il le disait. La tempête s'apaisa vers l'aube. La maison était rasée jusqu'aux fondations. La grange tenait, comme un miracle. Et alors, quand l'air se remplit de vapeur et que les premiers rayons de soleil percèrent dans les nuages, une charrette arriva. Violet. Elle ne demanda pas ce qui s'était passé. Elle s'arrêta simplement, sauta, enveloppa Kat dans une couverture et regarda Jonathan. Son regard était ferme, sans pitié. « Allons-y. » Il voulut dire « Nous nous en sortirons », mais il regarda sa fille, les lèvres bleues, les doigts tremblants, et il acquiesça. La maison de Violet était étrangère. Non pas parce qu'elle était plus riche, mais parce qu'il n'y avait pas l'odeur du bois, le craquement du plancher, le grincement des volets. Tout y était lisse, propre, marbré. Mais elle ouvrit la chambre d'amis, mettant de l'eau à chauffer. Elle ordonna aux domestiques d'apporter du lait chaud et du savon. « Je ne sais pas comment être là, » dit-elle, quand Kat s'endormit. « Alors commençons par la confiance, » répondit-il. Il voulut ajouter autre chose, mais ne le fit pas. Il s'assit simplement à côté d'elle, et elle ne partit pas. Ils commencèrent à construire une nouvelle maison au printemps. Pas de zéro, des restes, de ce qui avait survécu. De la grange, des planches que l'on pouvait transporter. De leurs propres mains, ils sciaient, elle tenait. Ils soulevaient une poutre. Elle enfonçait un coin. La ville regardait, d'abord de travers, puis avec intérêt, enfin avec un respect silencieux. « Vous avez vu Violet pétrir de la terre en jupe ?» chuchotait-il au saloon. « On dirait qu'elle est différente maintenant. » Et Crane sourit, ajoutaient les vieillards, pour la première fois en 3 ans. La nouvelle maison était petite, mais solide, avec des fenêtres par lesquelles on voyait la prairie. Kat dessina le cadre avec de la craie jaune, disant que le soleil regarderait toujours. Le matin, ça sentait le pain, le jour, le foin et la fumée. Le soir, les pommes et les contes. Violet lisait, Kat écoutait. Jonathan aiguisait les couteaux sur le porche, mais il écoutait. Un jour, Kat s'endormit sur l'épaule de Violette, et celle-ci ne bougea pas. Elle ne respirait même pas bruyamment. Elle regardait simplement par la fenêtre, où le soleil se couchait lentement, sans hâte, comme s'il voulait rester avec eux plus longtemps. Puis, tard dans le soir, Jonathan la rejoignit sur la véranda. Elle tenait un verre, mais ne buvait pas. Elle le tenait simplement. « Je pensais que vous partiriez, » dit-il, « quand la tempête serait passée. »« J'y ai aussi pensé, » répondit-elle. « Mais quand on tient un enfant qui tend les bras vers vous, c'est difficile de partir. Merci d'être resté. »« Je ne suis pas resté pour toi, » dit-elle, sans regarder. « Je suis resté pour elle. Et maintenant ?» demanda-t-il. Silence. Puis, maintenant, je ne sais pas. Et c'était plus honnête que toutes les confessions. La maison était là, nouvelle, avec une odeur d'herbe, de galettes et d'espoir. Mais à l'horizon, quelque chose d'autre se préparait. Quelque chose du passé, de ces ombres où même le soleil ne peut réchauffer. Le printemps en Arizona n'arrive pas bruyamment. Il ne se jette pas de fleurs comme en Virginie, et ne résonne pas de chœurs d'oiseaux comme au Kansas. Il se faufile, timidement, presque en s'excusant. D'abord, le goût métallique de la poussière disparaît de l'air. Puis la terre cesse soudain d'être de pierre. Et un jour, en plein milieu de la route, une seule fleur jaune pousse. Un cavalier passera sans la remarquer, mais un fermier s'arrêtera et regardera, et comprendra. L'hiver est fini. Dans la nouvelle ferme de Jonathan Crane, tout était calme. La maison était solide, la grange fraîchement peinte. Les poules s'étaient multipliées, comme si elles avaient décidé qu'il y faisait bon vivre. Kat courait pieds nus, ramassant des pétales de fleurs sauvages. Et Violet, elle était simplement là, sans grands mots, sans prétention. Tantôt assise près du fort pétrissant la pâte, tantôt rajustant le foulard de Kat au vent.
Parfois, elle se taisait simplement, regardant la prairie, comme si elle se souvenait de quelque chose de cette vie où tout était différent. Dans la ville de Red River, personne ne chuchotait plus dans son dos. Et le dos de Jonathan était devenu plus solide, non pas courbé sous le poids de la honte, mais droit, assuré. Il ne jouait toujours pas au poker, ne buvait pas et ne riait pas fort, comme les autres. Mais quand il passait dans la rue, on le saluait maintenant. Non par pitié, par respect. Et Violette, vous avez vu comme elle s'occupe du potager? Chuchotait Madame Matthews. Ah, elle est venue à la réunion de l'église, en robe simple, ajoutait la fille du pasteur. Tout change, concluait le vieil Wes. Même le fer rouille, si on trouve de l'eau. Ce printemps-là, ils cessèrent d'être des solitaires. Les mots ne le confirmaient pas. Il n'y avait pas de confession, d'anneaux, de promesses. Seulement des choses simples. Elle lui rajustait le col. Il lui enlevait la poussière après la route. Kat l'appelait tante, mais de plus en plus souvent, simplement Vio. Et un jour, se réveillant la nuit après un cauchemar, la petite se blottit non pas contre son père, mais contre elle. Et Violette resta avec elle jusqu'au matin, murmurant des contes qu'elle ne connaissait pas, les inventant au fur et à mesure. Et Jonathan, pendant ce temps, était assis près de la cheminée. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait pas la solitude, mais la paix. 2 semaines plus tard, Violet proposa « Je veux investir dans l'école, construire un bâtiment digne de ce nom, pas une grange avec des pupitres. Tu veux que Kat étudie? Je veux qu'elle ait le choix. » Jonathan acquiesça. Il ne discuta pas. Il ne la dissuada pas. Il savait, quand une personne habituée à commander pose une question, c'est déjà de la confiance. Ils commencèrent à rassembler les documents, à signer les papiers. Violette retira une partie de l'argent d'un ancien compte qui avait appartenu à Snyder. Henry McGraw. Elle nomma un avocat, transcrivit le terrain pour la construction. Tout le conseil municipal fut sous le choc. Le journal écrivit « Mademoiselle McGraw a investi des fonds dans l'éducation publique, un véritable acte de dame. » Mais il y eut d'autres regards. Il revint à Red River sans prévenir. Grayson McGraw, le frère du défunt Henry, celui qui était toujours resté dans l'ombre, mais veillait sur l'héritage. 10 ans plus vieux que Violette, très acéré, regard sombre, voix comme du métal froid. Il apparut au seuil de la banque, puis chez le maire, puis au saloon, et bientôt au seuil de leur maison. Ce soir-là, il faisait calme. Kat ramassait des cailloux près du ruisseau. Jonathan creusait la terre pour un nouveau cerisier. Violet lisait à voix haute un livre, mais leva les yeux quand elle entendit le bruit de sabots. Il n'attendit pas d'invitation. Il descendit de cheval, s'approcha. Chapeau à la main, visage de pierre. « Violet » acquiesça-t-il. « Tant d'années. Et tu es toujours la même. »« Et toi, non » répondit-elle froidement. « J'ai entendu dire que tu étais avec un nouveau fermier. Tu as organisé, comment dit-on, une nouvelle vie. » Jonathan se leva, calmement, mais ses yeux étaient nets comme un ciel couvert avant l'orage. « Grayson, » dit-il, « si tu es venu avec des menaces, pars. Tu n'as rien ici. C'est une affaire de famille. » Dit l'autre d'une voix traînante. « L'argent d'Henry, les terres, la maison, tout ce que tu piétines avec tes bottes, tout appartient à la famille. Et je ne suis pas de ta famille, n'est-ce pas? » Violet se leva. « Tu n'es pas apparu quand il mourait. Tu n'es pas venu aux funérailles. Tu ne t'es pas occupé des affaires. Et maintenant tu veux venir prendre? Je suis venu pour la vérité. Tu as fait du nom McGraw une risée. Tu élèves un enfant qui n'est pas le tien. Tu vis avec un homme sans bague. Tu payes des écoles paroissiales, parle avec les comptes de la famille. Qu'est-ce qui suit? Tu vas ouvrir un orphelinat. Et si oui? Répondit-elle doucement. Il la regarda. Puis Jonathan, tu vas permettre ça? Ou elle t'a déjà acheté aussi? Non,
dit Jonathan. Je me suis vendu, mais seulement pour l'honneur, pas pour l'or. Grayson sourit. Tu penses qu'elle a changé? Elle est juste fatiguée d'être seule. Tu es un intermède. Pas un but. Jonathan ne répondit pas. Il s'approcha simplement et dit très calmement. Si tu lèves encore une fois la voix devant elle, tu ne sortiras pas d'ici sur tes jambes. Les tiennes ou celles d'un autre, peu importe. Le silence s'épaissit. Grayson ne discuta pas. Il se retourna, monta à cheval et partit. Cette nuit-là, ils étaient assis près de la cheminée. Kat dormait déjà. Violet regardait le feu, les mains jointes sur les genoux. « Il a raison, » dit-elle. « Je ne sais pas construire. Seulement détruire. »« Il se trompe, » répondit Jonathan. « Tu ne savais juste pas avec qui tu pouvais construire. » Elle leva les yeux vers lui. « Et avec toi, on peut ? Je ne suis pas architecte. Je suis fermier. Mais les fondations, je sais à les poser. » Elle rit. Il n'y avait pas de larmes. Mais sa voix tremblait. « Si tu savais comme j'ai peur. » La peur n'est pas une faiblesse, Vio. La faiblesse, c'est de la fuir. Elle acquiesça. Et puis, elle lui prit la main, sans mots, comme si elle le faisait tous les jours. Une semaine plus tard, elle réécrivit son testament, renonça à une partie de l'héritage, fonde un fonds pour les fermiers et l'école. Grayson ne revint plus, et au printemps, des coquelicots fleurirent sur la colline, rouges comme le sang, forts comme la terre qui les portait. Une année dans la prairie, c'est comme un long regard. Beaucoup de choses changent, mais presque imperceptiblement. D'abord, on cesse de remarquer la poussière sur ses bottes. Puis, la solitude sur le porche. Et puis, on se réveille un jour. Et l'odeur du café dans la cuisine n'est plus seulement une odeur, mais une partie de ce que l'on est devenu. Ainsi en fut-il de Jonathan et Violet. Ils ne firent maintes pas de serments, ne prononcèrent pas de grands mots, mais tout dans leur vie devint commun. Le travail, le soin, le silence, même la douleur, et le plus important, la confiance, cet or rare, plus précieux que les revolvers et la terre. La maison tenait bon, la ferme reprit vie. Kat grandissait, vite, comme l'herbe après la pluie, avec cette lumière dans les yeux qu'elle n'avait pas eue depuis des années. Elle appelait Jonathan, papa, non pas pour la première fois, mais maintenant cela sonnait vrai. Violet, simplement, Vio. Chaud, comme le soleil sur la peau par une journée froide. La ville les acceptait. Au début, avec retenue, puis avec respect. Et quand Jonathan fit un jour rire le pasteur au service du dimanche, les vieillards au premier rang se regardèrent. Ça y est, maintenant c'est une famille. Mais la tranquillité dans le Far West, c'est comme l'eau lisse. L'eau lisse avant la tempête. Trompeuse. Grayson McGraw n'était pas parti loin. Il s'était caché, observé et attendu le moment. Il n'était pas seulement un parent offensé. Il était un prédateur, élevé dans une famille où la faiblesse sentait le sang, et l'honneur ne se mesurait qu'à l'influence. Pour lui, l'honneur de Violet, c'était une chemise sale à un bal, ses actions, la honte du nom. Il ne pouvait pas laisser les choses en l'état. Et un jour, une délégation de Tucson entra dans Red River. 3 hommes en costume, un notaire, un enquêteur et un nouveau procureur de banque. Ils arrivèrent avec des papiers, des réclamations et des regards froids. Le but était simple, contester le testament. « Violet n'est pas dans son bon sens », déclara Grayson à la réunion du conseil. « Il le donne de l'argent à l'église, aux fermiers, aux orphelins, alors que son devoir est de préserver le patrimoine familial. Et moi, en tant que plus proche parent du défunt Henry McGraw, j'exige que ses actions soient déclarées nulles. »« Elle est vivante, » dit Jonathan, « et saine d'esprit. »« Elle est sous influence ?» répondit Grayson d'une voix venimeuse. « L'influence des fermiers, des enfants étrangers et des hommes extérieurs. » Le procès eut lieu directement à la mairie, sans toge, mais avec des lois.
Toute la ville était présente, certains avec intérêt, d'autres pour soutenir, et d'autres voulaient simplement voir si elle allait craquer. Violet vint en noir, non pas en signe de deuil, mais par respect pour le passé, les cheveux attachés, le regard direct. La chaleur régnait dans la salle, seuls des éventails en papier s'agitaient, mais elle ne tressaillit pas une seule fois. « J'ai disposé de mes biens selon la volonté de mon cœur, » dit-elle, « parce que pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu un cœur, non pas d'or, de chair vivante. Et si la loi considère cela comme une erreur, alors la loi est châtée morte. » Grayson sourit. Exactement. Un élan, des émotions, une faiblesse féminine. La faiblesse, c'est la peur de perdre le pouvoir, dit Jonathan, et non le désir d'aider. Le procès fut ajourné pour 3 jours. Et cette nuit-là, Violette ne dormit pas. Elle était assise près du lit de Kat, rajustant la couverture pendant que la petite dormait. Jonathan la regardait depuis la porte. « Nous partirons si la pression est trop forte, » dit-il. « J'ai un ami au Colorado. Nous recommencerons à 0. »« Et si je ne veux pas fuir ?» demanda-t-elle doucement. « Alors je resterai, et je me tiendrai à tes côtés. » Elle s'approcha de lui. Pour la première fois, sans se retenir, elle l'embrassa, fortement, longtemps. « J'ai peur ?» murmura-t-elle. « Moi non, parce que nous sommes ensemble. » Le 3e jour, le tribunal rendit sa décision. Les droits de propriété restaient à violer. Les actions furent déclarées légales. Il n'y avait pas de motif de révision. Grayson pâlit, il se leva, dit « Ce n'est pas la fin. Tu as déshonoré le nom. » Violet ne broncha pas. Le nom, ce n'est pas une pierre tombale. Ce sont des actions. Si je me trompe, que Dieu me juge, mais pas toi. Il partit, pour toujours. Le printemps se répandit dans la région. Le fonds d'acier des fermiers fonctionna. L'école ouvrit. Jonathan planta un cerisier près de la maison, celui-là même que Lynn avait rêvé de planter. Mais maintenant, en l'honneur d'une nouvelle vie. Kat dessina une pancarte. L'arbre de la famille. Ils ne se marièrent pas à l'église. Pourquoi? Tout était déjà vrai. Elle était la maîtresse de maison. Il, sa pierre. Et Kat, le pont entre leurs mondes. Parfois, des voyageurs passaient, s'arrêtaient au puits, demandaient « Et vous? Qui êtes-vous, est-ce vous ?» On leur répondait « Elle, celle qui ne s'est pas vendue pour l'or. Lui, celui qui ne s'est pas brisé pour survivre. Et ensemble, ceux qui ont choisi la vérité et l'amour. » Le printemps arriva sans grand signe, sans tempête, sans incendie, sans nuages avec des grondements. Simplement, un jour, l'air sentit différemment, non pas la poussière, mais le blé, la terre, non pas la pierre, mais les racines. Et quand, le matin, Jonathan sortit avec un seau d'œil et vit la première pousse de sauge sauvage percer le seuil, il comprit, tout avait marché. Il s'accroupit, toucha la verdure et sourit. « Tu veux vivre ?» Alors pousse. La maison tenait, comme il se doit pour une maison construite non pas sur le profit, mais sur le choix. En bois solide, avec des fenêtres par lesquelles le soleil entrait le matin, et un porche où 3 personnes se réunissaient de plus en plus souvent. Lui, Violette et Kat. La petite maintenant ne riait plus seulement, elle chantait. Tantôt à voix basse, tantôt à voix haute, hurlant avec le vent, comme si elle était son égale. Violet disait qu'elle avait la voix de sa mère. Jonathan était d'accord. Et son cœur ne lui faisait plus mal à ces mots. La douleur n'avait pas disparu. Elle était devenue chaude. Un matin, il se réveilla le premier. Le silence dans la maison. Le four couve. Kat, dans son sommeil, étreignait son oreiller. Et Violet, à demi assise,
lisait un livre à la lueur d'une bougie. Elle se réveillait toujours à la demi-lumière, quand le jour ne faisait que se deviner à l'horizon. Elle lisait ou écrivait. Parfois, elle regardait simplement par la fenêtre. Il s'approcha, lui jeta une couverture sur les épaules. « Tu as toujours peur ?» demanda-t-il. « Plus maintenant. » Elle se tourna vers lui et ajouta « Je ne veux juste pas perdre. Tu ne perdras pas. Nous ne sommes plus de ceux qui disparaissent. Nous prenons racine. » Elle acquiesça, dit « Alors plantons un autre arbre. » C'est ce qu'ils firent, sur la colline où il y avait autrefois une clôture. Puis, rien, se trouvait maintenant un verger de cerisiers. Pour l'instant, seulement 8 arbres. Mais Jonathan disait « Tout ce qui est grand commence petit, même une famille. » Kat plaça une pancarte sous l'un d'eux. « Maman Lynn, merci pour papa. » Il ne put retenir ses larmes. Violet l'étreignit. Non pas comme une étrangère, non pas comme une sauveuse, comme celle qui faisait maintenant partie de tout. Les gens venaient à la ferme, non pas pour la nourriture, non pas pour l'eau, chichi, non pas pour la charité, pour autre chose. Pour les contes que Violet lisait en classe à l'école. Pour les conseils que Jonathan donnait en silence, en serrant une épaule. Pour le regard de Kat, clair, comme l'aube après la tempête. Parfois, des passants arrivaient. Un jour, un jeune cow-boy, maigre, au visage buriné. Il s'arrêta à la porte, demanda de l'eau. Jonathan lui en donna, le regarda. Il se reconnut en lui, jeune, solitaire, têtu. Le cow-boy fit un signe de tête vers la maison. « C'est à vous ?»« C'est à nous, » répondit Jonathan. « Familial ? Maintenant, oui. Au début, c'était malade. Puis, honnête. Maintenant, vrai. » Le cow-boy sourit. Ça sonne comme une parabole. Et c'en est une. Seulement, il n'y a pas de miracle. Seulement un choix, chaque matin. Il partit, mais se retourna 2 fois. Un soir, Kat s'approcha de Violet. « Tu seras toujours avec nous ?» Violet s'accroupit devant elle, lui prit les mains. « Je ne sais pas faire de promesses, mais tu es resté. »« Oui, parce que je n'ai pas choisi la peur. J'ai choisi d'être. »« Alors tu es comme notre cerisier, » dit Kat. « D'abord, il ne fleurit pas, et puis, tout à coup, et c'est tout. » Ce printemps-là, la maison était remplie de sons. Le bruit des clous, Jonathan construisait le garde-manger. Le rire de Kat, comme de l'argent dans le vent. Une guitare silencieuse, Violette apprenait à jouer le soir, lentement, prudemment. Ils n'appelaient pas cela le bonheur, ils appelaient cela la vie. Et chaque soir, quand le soleil se consumait derrière la colline, ils sortaient sur le porche. Jonathan prenait Kat sur ses genoux, chantait la berceuse, la même, la vieille. Maintenant, avec Violet à ses côtés. Elle ne chantait pas, elle écoutait simplement. Parfois, elle lui tenait la main. Parfois, elle se taisait. Mais dans ses yeux, il y avait ce silence qui habite ceux qui ont longtemps cherché, mais ont enfin trouvé. Ils ne savaient pas ce qui se passerait dans 1 an, dans 10 ans. Peut-être qu'une nouvelle tempête passerait. Peut-être qu'il faudrait recommencer à 0. Mais maintenant, ils savaient, la maison, ce n'est pas des murs. La famille, ce n'est pas le sang. Et l'amour, ce ne sont pas de grands mots, mais un choix. Chaque jour. Et le printemps n'était pas à la fenêtre, il était en eux.